Bienvenue dans ton prochain shift d'évolution, le podcast où chaque mot est une invitation à te reconnecter à toi, à ta vérité, avec ton cœur et avec compassion. Je suis Stéphanie Desharnais, accompagnante holistique, auteure et conférencière. Ici, on explore les transformations profondes, les élans du quotidien et les transitions de vie qui nous élèvent. Prépare-toi à ressentir, réfléchir et peut-être amorcer ton prochain shift d'évolution. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon plus grand shift. Je te parle souvent des petits shifts, ceux qu'on vit au quotidien, des différentes prises de conscience qu'on peut faire en parlant avec une amie, en lisant un livre, en écoutant un podcast, en écoutant une chanson, en assistant à une conférence, peu importe. On a des shifts, des prises de conscience qui se font quotidiennement. C'est ces petits shifts-là qui nous amènent des grands shifts. Mais il y a aussi des moments dans notre vie où on vit des grands shifts, des moments d'impact. Ces moments d'impact-là peuvent arriver suite à un événement précis, peuvent arriver parce qu'il y a quelque chose qui est comme ébranlé à l'intérieur de nous, que ce soit une croyance, que ce soit un état, que ce soit qu'il y a une déconstruction intérieure qui nous amène ensuite une reconstruction. Et cette reconstruction-là devient donc pour moi un grand shift. J'ai envie de te partager un de mes très grands shifts. Peut-être que ça va te parler, que tu vas pouvoir te référer en quelque sorte à ça, que tu vas pouvoir comme relate, comme on dit en anglais, là, que tu vas pouvoir t'identifier à ce shift-là que j'ai vécu. Et en fait, je veux t'aider à prendre conscience que ces grands shifts-là sont bénéfiques, même s'ils viennent nous faire perdre l'équilibre à un certain moment. Je te parle aussi beaucoup dans mon programme Expansion de ces vagues-là qui viennent justement ébranler, faire perdre un peu l'équilibre. Et quand tu es dans une grande tempête, c'est là où les failles du bateau sont très visibles. C'est là où tu vois qu'est-ce qui est à réparer. C'est là où tu vois les petites faiblesses. C'est là où où tu apprends le plus sur ta capacité de conduire ton propre navire. Et oui, il y a des moments où il faut que tu fasses Mayday, j'ai besoin d'aide. Il y a des moments où tu as besoin d'être accompagné, tu as besoin de lancer un SOS détresse, tu as besoin d'être secouru, tu as besoin d'aide pour réparer ton navire, pour prendre un break sur un autre navire, un autre paquebot. C'est tout à fait sain et normal. Donc, je te parle de ce shift-là que moi j'ai vécu. C'était en fait en 2024. Mon année 2024 a été parsemée de deuil, de changements, de grandes transformations dans mon environnement extérieur. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2024, mon conjoint et moi, en fait, en 2023, à l'été, printemps-été à peu près, on a décidé de mettre notre maison à vendre pour faire le grand saut et déménager en Gaspésie. On voulait venir vivre c'était quoi la Gaspésie, on venait en voyage, en vacances, on adorait l'endroit, on adorait l'énergie et on voulait venir vivre justement dans cet endroit-là qui nous semblait vraiment paradisiaque et qui l'est parce que j'y suis encore aujourd'hui, vraiment, l'énergie est vraiment différente. Donc, on voulait venir vivre ici. C'était le moment pour nous parce qu'on se disait, mon conjoint était en changement d'emploi, il était comme un peu tanné de son ancien emploi. Moi, je travaillais dans le réseau, donc c'était quand même facile pour moi de me faire déplacer à ce moment-là. Les enfants avaient un âge aussi qu'on considérait que c'était facile pour eux de se refaire des amis. Tu sais, ma fille n'était pas encore au secondaire, fait que je pense qu'au secondaire, le cercle d'amis, c'est comme plus difficile quand on déracine l'enfant, si on veut. Primaire, c'est peut-être plus facile. Ils ont encore un âge d'adaptation où est-ce que ils se font des amis plus facilement. Il y a peut-être moins de petites cliques. Ils sont aussi moins en construction de leur identité. Donc, pour nous, c'était vraiment un bon timing pour faire ce changement-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ma maman était diagnostiquée depuis plusieurs années de plusieurs diagnostics que je ne vous ferai pas état ici, mais en gros, elle avait une maladie dégénérative et ça allait vraiment pas bien. En fait, médicalement, elle était au point où les médecins disaient, médicalement, on a fait un petit peu tout ce qu'on pouvait. Tu retrouveras pas de qualité de vie, tu retrouveras pas de mobilité, les douleurs ne diminueront pas, mais on peut continuer à contrôler un peu cette dégénérescence-là. Mais effectivement, la dégénérescence va continuer de se faire, mais comme peut-être moins fulgurante, on peut comme diminuer un peu, mais elle était vraiment beaucoup en souffrance, elle a beaucoup toléré, vraiment beaucoup.
est allée travailler sur plein d'aspects, autant émotionnels, spirituels, psychiques que physiques. En tout cas, elle est vraiment allée voir vraiment plein de professionnels. Et c'est ça. En fait, en novembre, nous, on savait qu'on allait déménager, on avait vendu la maison, on se cherchait une maison et ma mère, en novembre, nous annonce qu'elle a fait la demande d'aide médicale à mourir. Donc, ça faisait longtemps, en fait, que je parlais avec ma maman, j'étais formée en sophrologie, je lui faisais des séances de sophrologie. Je sentais que son corps était comme vraiment au bout de ses capacités, si on veut. Donc, c'était difficile d'aller apaiser la douleur émotionnelle, la douleur physique, parce qu'il y avait vraiment une fatigue d'essayer, une fatigue de tolérance, un épuisement de tolérance, j'ai envie de dire, du fait que, tu sais, quand on tolère quelque chose qui est douloureux tellement longtemps, c'est là où est-ce qu'à un moment donné, le corps fait comme, j'ai plus d'énergie pour essayer encore de tolérer un petit peu. Ou j'ai pas d'énergie, tu sais, comme quelqu'un, je vais donner un exemple, quelqu'un qui a une blessure physique et qu'on lui fait faire des traitements de physio, de la réhabilitation, puis on lui dit « Ok, mais il faut comme que tu continues. » Puis à chaque fois, il fait comme « Oui, mais ça fait mal. » Je ressors de mes séances de physio et de réhabilitation avec encore plus de douleur. Puis là, tout le monde lui dit « On le sait, mais il faut quand même que tu le fasses parce que c'est ça qui va t'aider à te rétablir. » Puis au bout du compte, le patient ne voit pas les résultats parce qu'il ne pourra pas réapprendre à marcher, là, tu sais, sa condition ne lui permettra pas. Fait qu'à un moment donné, il fait « Pourquoi vous me faites souffrir autant que ça si je sais qu'il n'y aura pas d'amélioration? Laissez-moi, donnez-moi un break. Je veux respirer. » Je sentais que ma mère était dans cette phase-là. « Donnez-moi un break, j'ai besoin de respirer. » Je vous dis ça, j'ai une émotion qui est là en ce moment. J'en parle souvent de ma mère, mais il y a des fois où, quand j'aborde certains sujets, c'est sûr que l'émotion est encore là. Donc, c'est ça. Ma maman était dans cette phase-là. Elle nous annonce qu'elle a fait la demande d'aide médicale à mourir. Elle savait qu'on allait déménager, donc elle voulait pas non plus compromettre ce déménagement-là. Je me sentais un peu coupable parce que je me disais, je vais manquer les derniers mois de vie de ma mère. Je vais être à 7 heures de route. Je pourrais pas la voir aussi souvent que je voudrais. Mon Dieu, je suis donc bien émotive. Aujourd'hui, je m'attendais pas à ça. Donc, c'est ça. Fait qu'elle voulait pas nous bloquer, nous freiner dans ce projet-là. En même temps, je voulais quand même vivre mon projet moi aussi. Donc, c'est certain qu'on voulait aller de l'avant avec ça. Ma mère comprenait, on a eu vraiment plein de discussions. Je lui ai dit, tu sais, parce qu'en fait, on savait pas, tu sais, elle aurait pu mourir par elle-même, son corps aurait pu lâcher n'importe quand. Donc, avant de dire que je partais, j'ai quand même fait un peu tous mes adieux, si on veut. Tu sais, j'ai dit tout ce que je voulais lui dire. On s'est donné plein d'amour, on s'est réconciliés sur plein de choses. Ma maman était une personne très spirituelle. C'est elle qui m'a beaucoup appris. Je me rappelle que j'étais tout petite. J'en ai peut-être déjà parlé dans un autre podcast, mais je me rappelle quand j'étais tout petite. Et en fait, il y a une petite fille dans ma rue avec qui je prenais l'autobus. Elle était décédée d'un arrêt cardiaque dans un camp de jour. Puis je disais à ma mère, j'aimerais ça lui parler, tu sais. Puis ma mère m'avait guidée dans une séance d'écriture automatique où j'avais parlé, j'avais communiqué avec son entité. Je me rappelle que ma mère me racontait quand elle faisait des nettoyages de maison, elle était allée un moment donné même chez une personne de notre famille pour nettoyer un vortex. Il y avait vraiment un vortex et la personne de notre famille avait vraiment une entité collée après elle. Elle me parlait de ses soirées sacoches qu'elle appelait avec ses amis, où est-ce qu'ils parlaient tout le temps de spiritualité, de ça, tu sais, comme les anges, les guides. Elle aimait beaucoup les pierres, les cristaux. Elle faisait les cartes du ciel. Tu sais, elle analysait les rêves. Donc, ma mère était vraiment très spirituelle, croyait beaucoup à ces choses-là. Et c'est pour ça que je dis, à travers toute la maladie qui l'a accompagnée, elle a vraiment fait un méchant cheminement spirituel. Malgré tout, elle était arrivée au bout de ce qu'elle était capable de faire et de ce que, je pense, son âme devait accomplir aussi. Donc, en novembre, elle nous annonce qu'elle fait la demande. En janvier 2024, je déménage en Gaspésie. Et sa demande d'aide médicale à mourir était prévue pour le mois d'août 2024. Elle nous avait dit, je veux te laisser, Steph, le temps de t'installer là-bas, puis comme je veux que vous reveniez une semaine de temps, on va vraiment en profiter, on va être tout le monde ensemble une semaine de temps, on va se donner plein d'amour, plein de câlins, puis on va faire ça, tu sais, en douceur pendant une semaine de vacances.
Fait que c'était prévu de cette façon-là. Et en février 2024, il faut savoir que ma fête, c'est le 14 février. En février, je pense le 12 ou le 13 février, elle rentre à l'hôpital à l'urgence. Elle est vraiment en déclin. Elle mange plus. Elle a plus d'énergie. Elle est plus capable. Elle dort plus. Elle se rétablit plus. Elle a aucun moment de répit. Avant, elle était capable de se transférer de sa chaise roulante pour aller sur la toilette. C'est mon père qui devait la laver, mais au moins la toilette était capable de se transférer. Là, elle avait plus du tout de force, plus du tout d'énergie pour se tenir sur la toilette. C'était vraiment, là, ça marchait plus. Donc, mon père l'a rentré en urgence. Et à l'urgence, le médecin qui l'a traité, malheureusement, a probablement en passant bien faire, a tout défait ce que sa neurologue avait fait depuis des années. Une dizaine d'années que sa neurologue la suivait, avait établi une médication. Ce médecin-là a dit « Je pense qu'on vous a pas donné le bon traitement. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. » Ma mère s'est obstinée, a vraiment insisté pour que le médecin appelle sa neurologue, ce qui, je pense, n'a pas été fait. Le médecin a dit « Je vous retourne pas chez vous, je veux vraiment essayer ça. Moi, je n'autoriserai pas l'aide médicale à mourir. » Bref, ma mère était vraiment découragée. Puis elle a dit « C'est beau. Tu peux faire ce que tu veux. Mais si ton traitement ne marche pas, je vais le dire comme elle a dit, là, tu me crisses la paix. » Puis comme, tu mets pas bâton dans les roues pour ça. Fait que finalement, la médication a été changée et ça a été pire que pire. Ma mère commençait à avoir de la difficulté à parler, elle commençait à perdre la mémoire, puis là, elle a eu peur de dire « Si j'ai pas la capacité mentale d'autoriser l'aide médicale à mourir, je pourrais pas l'avoir. » Et je vous jure, pour elle, c'était tellement une délivrance, l'aide médicale à mourir, qu'elle avait peur de perdre ce privilège-là. C'était vraiment un privilège pour elle d'avoir accès à ce service-là. Donc, mon père, finalement, a comme tiré la plug, a dit, là, fuck off, on s'en va à la maison, ça marche pas. On a fait des plaintes contre ce médecin-là, qui a, selon nous, manqué de jugement clinique, beaucoup. Mon père a appelé la neurologue qui suivait ma mère, a avisé de la situation, il n'y avait pas de suivi qui avait été fait avec elle. Donc, finalement, elle a fait accélérer la demande d'aide médicale à mourir et le 19 février 2024, ma maman recevait l'aide médicale à mourir. J'ai été appelée le vendredi pour me faire dire « Steph, ça va se faire lundi, fait que viens-t'en en fin de semaine. » Donc, j'ai fait la route, je suis allée voir ma mère, j'ai pu la voir 2 dernières fois. J'ai assisté à ce moment-là et je peux vous dire qu'assister à la mort de quelqu'un, j'avais déjà assisté, c'est drôle, hein, parce que là, ça me fait penser, j'avais assisté aussi à la mort d'une personne dans un accident de moto. Je me rappelle plus c'était quand, mais c'était comme à l'été ou à l'automne, justement, d'avant. Fait que c'est comme de août-septembre, on va dire, 2023, jusqu'à juin-juillet 2024, j'ai eu plein d'expériences de mort. Donc, c'est ça, j'avais déjà assisté, j'avais vu l'accident live devant moi. Mon chum puis moi, on était avec les enfants, puis on a vu l'accident de moto arriver devant nous. La voiture a dévié de sa voie, percuté la moto. La moto, en le voyant, j'étais comme, elle est morte, c'est sûr. On était les premiers, en fait, on était les seuls sur la route à ce moment-là. Donc, on a été porter secours, donner les premiers soins, mais la personne en moto était décédée sur le coup, là, parce que quand on est sorti de l'auto, elle était déjà décédée. On a quand même fait des manœuvres cardiaques. Bref, j'ai vu une personne mourir à ce moment-là. Ça a été quand même quelque chose d'important pour moi. Ça m'a marqué. Parce que être en contact avec un corps physique qui vient juste de mourir, c'est quand même quelque chose, j'ai envie de dire. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment d'assister à un passage de vie important. C'est quand même marquant. Il y a une charge énergétique, émotionnelle très grande. Oui, on est frappé un peu par la mort parce que pour nous, c'est un symbole de fin, tu sais, mais my God, c'est vraiment, je sais pas comment le décrire, c'est très particulier. J'étais déjà, comme je vous dis, très baignée dans la spiritualité, dans la vie après la mort, les anges, les guides et tout ça. Mais ça a été des expériences qui m'ont vraiment comme marquée. Et j'ai pu parler avec l'enfant de cette personne-là qui est décédée. C'était une adulte, là, mais tu sais, elle avait posé des questions sur Internet, puis je l'avais contactée. Elle se demandait comment c'était arrivé, puis tout ça. Puis je prenais conscience qu'en fait, la façon qu'on quitte ce monde-ci, ça fait vraiment une différence sur comment les proches vont traverser ça. Pour elle,
cette personne-là, c'était très, très soudain. Je veux dire, c'était un accident, là. C'était très... Tu sais, il s'en allait justement voir sa fille à ce moment-là. C'était très soudain, très inattendu. C'est sûr que ça choque, ça marque. En même temps, il est en train de faire de la moto, puis quand j'ai décrit à la personne comment c'est arrivé, comment son parent était positionné sur la moto quand je l'ai trouvé, puis tout ça, il y a eu une forme d'apaisement parce qu'elle s'est dit, il aimait tellement ça, faire de la moto, puis comment tu me décris comment il était, c'est comme si à la fin, il faisait un genre de câlin à sa moto, comment il était positionné, puis elle a dit, ça me touche de me dire il est quand même mort peut-être sur le coup, il a pas souffert, puis ça a été comme, il était en train de faire de la moto, tu sais, comme, en tout cas, je vous dis ça, j'ai un gros frisson. Et je reviens à ma mère qui a justement planifié son moment de la mort, a pu être avec nous à ce moment-là, a pu faire, tu sais, je pense les 2 jours avant, elle a fait plein d'appels, elle a appelé tout le monde qu'elle voulait appeler, a eu des derniers moments très touchants, très, très marquants avec tout le monde. Et ouais, c'est vraiment quand t'es sur le coup, puis tu sais, la personne en moto, je veux dire, ça venait d'arriver, c'était tout frais, mais c'était pas sur le moment. Ma mère, j'étais à ses côtés. On l'a vue, elle souriait. Elle nous a même chuchoté des petits mots juste avant qu'elle quitte son corps. Puis on était à côté, on la touchait. Et j'ai vraiment senti, au moment où son corps, où son âme a quitté le corps, je l'ai senti. J'ai senti une espèce de charge énergétique comme flotter, là. C'était comme si... Un peu comme quand t'es dans une montagne russe, là, tu sais, puis tu descends vraiment rapidement, là. J'ai senti cette espèce de charge énergétique-là comme... C'est venu vraiment envahir la pièce, ou en tout cas, moi, je l'ai senti comme ça. Puis j'ai tout de suite regardé les médecins, puis j'ai dit, elle est déjà partie. Puis quand je me suis tournée vers elle, là, j'ai vu sa mâchoire se relâcher, tout le corps tomber mou, très, ouais, c'est ça, très relâché, très... tous les muscles, tu sais, comme vraiment relâché, le visage, on l'a vu, tu sais, puis même, ça a pas été long, ça a quand même pas été long qu'on dirait que la peau était venue comme plus blanche, quasiment grise, froide. Je vous le dis, c'est quand même très particulier d'assister à la mort de quelqu'un comme ça, et en même temps, c'est tellement un privilège. Ça a été pour moi un énorme privilège d'être là avec elle, de pouvoir assister à ce moment-là, de lui tenir, je lui tenais pas la main, mais je flattais ses jambes, de physiquement être là avec elle, de vivre ce moment-là. Et ça a été vraiment un grand, grand shift pour moi. Parce que suite à ce moment-là, ben là arrive le deuil. Même si on savait qu'elle allait mourir, qu'on pouvait se préparer à ça, il y a quand même un deuil qui se fait à partir du moment où c'est fait parce que tu dis, tu sais, on en a parlé, mais c'était pas encore fait. Là, c'est fait. Là, je le sais qu'elle n'est plus là. Ça m'est arrivé par moments après de faire comme « Ah, je vais écrire ça à maman. » Mais non, je peux pas y écrire, elle est plus là. « Ah, je vais appeler maman pour y partager ça. » Ouais, non, je peux pas. Fait qu'il y a comme des petits moments comme ça qui surviennent après. Comme d'autres petites vagues, justement, qui arrivent et qui nous ébranlent un peu plus. Des moments d'émotion un peu plus forts que d'autres. Mais ce qui m'a tellement, tellement accroché, tellement servi, c'est ma spiritualité. Ce sont ces croyances-là que j'avais en lien avec le fait qu'elle n'est pas disparue à tout jamais. Elle est là quelque part et elle a seulement quitté son corps, mais elle m'entend, elle me voit, elle me ressent, je peux la ressentir. J'ai fait beaucoup de méditations où je communiquais avec elle, j'ai fait des rêves où elle venait me visiter. Puis il y a une différence pour moi quand on fait un rêve et qu'on rêve à quelqu'un, mais que c'est comme on le sent que c'est pas nécessairement cette personne-là qui est là pour vrai. Et quand tu rêves à une personne décédée, on dirait que tu le sens que c'est vraiment comme une présence. C'est sa présence que tu ressens, c'est pas juste
j'ai rêvé à elle, elle est venue me voir en rêve. Je sais pas comment le décrire, mais pour moi, il y a vraiment un ressenti qui est différent. Puis vraiment, elle était venue me visiter en rêve plusieurs fois. Elle m'a envoyé des beaux signes aussi. Euh, et c'est là où je me suis dit, à quel point nos croyances nous supportent ou peuvent nous nuire. Quelqu'un qui a peut-être moins de croyances, a peut-être, je sais pas moi, plus de réticence avec ça, peut aussi vivre un deuil de façon plus difficile. Je vous cacherai pas que j'ai eu des moments où est-ce que j'étais fâchée. J'étais dans l'incompréhension parce que je me disais comment est-ce que c'est possible, pas comment est-ce que c'est possible, mais pourquoi? Pourquoi toi t'as le droit, t'as le droit d'être là, dans cet espace dimensionnel-là, où est-ce que il fait beau, c'est un bel espace d'amour inconditionnel, d'énergie pure, puis t'es bien, tu sais, puis moi je suis ici, puis je vis encore toutes ces émotions-là, puis je vis encore une vie avec des hauts et des bas, des douleurs, des souffrances, des... fait que c'est ça, tu sais, puis j'enlève rien dans le sens où je me disais, elle a tellement souffert que j'étais contente qu'elle soit libérée. Mais j'étais comme un peu envieuse. J'étais comme, moi aussi, je veux y avoir accès à ça. Moi aussi, je veux y aller avec toi dans cet endroit-là. Tu sais, en tout cas, je sais pas. Peut-être que la façon que je le dis, je sais pas, peut-être que ça peut résonner euh, comme peut-être de l'égoïsme ou peut-être, tu sais, je sais pas comment ça peut être reçu. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme ça que je l'ai vécu, le deuil, parce que j'aurais voulu avoir ma mère avec moi encore plus longtemps. Et elle était très proche de ma fille aussi, donc c'est sûr que ça a amené d'autres répercussions aussi dans la famille. J'ai eu à soutenir ma fille dans tout ça et mon Dieu que c'était difficile de la voir, tu sais, comme c'était vraiment sa grande confidente. Il y avait vraiment un lien très spécial. Et encore une fois, ben, j'ai encouragé ma fille à utiliser ces croyances-là, à lui dire, tu sais, mamie est encore là, est avec toi. Dès que tu penses à elle, c'est qu'elle est présente dans de l'énergie, elle est ici, tu sais, puis tu peux lui parler, elle te répondra pas physiquement, mais tu sais, elle peut te répondre dans ta tête, c'est une pensée qui va arriver, tu vas dire « Ah, oh, mamie m'aurait dit telle affaire », mais ça peut être comme elle qui te répond, en tout cas. J'essayais de l'aider, elle aussi, à traverser ce deuil-là avec ça, avec ces croyances-là. Et j'ai réalisé que quand nos croyances nous servent, le deuil, ou peu importe quelle épreuve on peut vivre, est tellement plus fluide à traverser. Un peu comme passer à travers une tempête sur un voilier alors que je ne sais pas du tout comment conduire un voilier, ou traverser une tempête alors que je sais très bien comment traverser un voilier, puis que j'ai la confiance en mes capacités de le faire. Pour moi, c'est énorme comme différence. Donc, quand on a des croyances qui nous servent et qui nous supportent, ces croyances-là, ben tu sais, je dis des croyances, mais ça peut être comme des outils, des stratégies, un réseau social. C'est vraiment un bagage, en fait. C'est comme, j'ai le bagage qui me permet de faire face à ces défis-là. Pour moi, c'est énorme parce que je me suis pas sentie toute seule, jamais. Je me suis pas sentie dépourvue de moyens, ou perdue, ou démunie. Chaque fois qu'une vague arrivait comme ça d'émotions, je savais comment l'accueillir, comment naviguer à travers cette vague-là. Je savais que j'étais capable de traverser cette vague-là. Je le savais parce que je croyais en mes capacités de faire face à ces défis-là et je savais que ma spiritualité, mes croyances, mes dons, mes compétences, le Reiki, mon auto-guérison, tout ça était présent à l'intérieur de moi pour m'aider à traverser tout ça. La méditation a été très salutaire pour moi dans ce moments-là. Ça m'a permis de justement connecter un peu plus avec ce monde-là énergétique, ce monde-là de l'au-delà,
Et j'ai développé même des services d'accompagnement avec des gens en lien avec ça parce que je me suis dit, je suis pas la seule. Je suis pas la seule qui traverse des moments difficiles et qui cherche quelque chose à quoi s'accrocher. Puis ça m'a rappelé quand les gens, la religion était très présente. Puis là, on parle de la religion chrétienne parce que je suis au Canada, mais on peut parler du bouddhisme, on peut parler de toutes les autres formes de religion, là, de l'islam, En fait, les gens s'accrochent à cette religion-là parce que ça les supporte à traverser des choses. Après ça, moi, je dis tout le temps, il faut se questionner, est-ce que ma croyance, elle me supporte ou elle me nuit? Et est-ce que ma croyance, elle fait du tort ou nuit à d'autres? Si ma croyance fait du tort ou nuit à d'autres personnes, c'est peut-être pas nécessairement une croyance à adopter, selon moi. Parce que si j'ai la croyance que, par exemple, les femmes sont des personnes vides de sens qui méritent seulement d'être utilisées à des fins de reproduction pour maintenir ma lignée et assurer une descendance, selon moi, c'est une croyance qui nuit aux femmes parce que tu vas l'utiliser, tu vas lui faire du tort. Donc, pour moi, ce n'est pas une croyance qui est saine. On va dire ça comme ça. Mais, je reviens tout le temps en disant, je suis pas là pour juger les croyances des autres, mais je suis là pour aider à voir est-ce que cette croyance-là te sert ou pas, et est-ce qu'elle peut nuire à d'autres personnes ou pas. Fait que, tu sais, je reviens à ce que je disais, c'est peu importe la religion, les croyances spirituelles, tout ça, ça fait partie des outils que les gens ont sur quoi se reposer, sur quoi s'appuyer dans ces moments-là où est-ce qu'ils ont perd le pied parce qu'on est dans une vague. Donc, les gens, des fois, quand ils traversent quelque chose comme ça, justement, vont aller s'appuyer sur des croyances, par exemple, mais de toute façon, tout finit par passer, le temps finit par arranger les choses. Puis, je reviens à, c'est pas toujours des croyances saines, là. Ça peut être une croyance comme, de toute façon, il m'arrive toujours des malheurs, de toute façon, je suis née pour vivre une vie de merde. Ça, c'est le genre de croyances. Puis ces croyances-là, je pense que j'en ai parlé dans un autre podcast, mais ces croyances-là s'imprègnent à l'intérieur de nous quand on vit justement... on achète plutôt ces croyances-là quand on vit un grand moment d'impact, puis que cette croyance-là vient comme s'ancrer à l'intérieur de nous. Ou encore, c'est à force de répéter une expérience qui vient nous prouver, qui vient renforcer cette croyance-là. Par exemple, un enfant qui a été maltraité dans le passé, que ses parents ont toujours répété que la vie, c'est de la merde. De toute façon, nous autres, on est une famille à qui il arrive toujours des malheurs. De toute façon, toi, tu feras jamais rien de bon dans la vie parce que t'es né là ou peu importe. Ben, cet enfant-là enregistre, achète cette croyance-là que il va toujours y arriver des malheurs. Donc, c'est cette croyance-là sur laquelle il va s'appuyer quand il va vivre quelque chose de difficile. Et ça risque d'être encore plus difficile à traverser, vous comprendrez. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est, autant avec moi qu'avec mes clients, j'aime ça aller voir c'est quoi les croyances qui sont là, plutôt qui te servent, qui sont un levier, un propulseur. Donc oui, on peut aller défaire, tu sais, je suis allée défaire moi-même quelques croyances que j'avais à ce moment-là. Justement, la croyance de, comment ça, toi, tu as accès à ce monde énergétique-là super beau et super plein d'amour et tout ça, puis que moi, moi, je reste ici dans un monde de 3 dimensions avec je vis des émotions, je vis des épreuves, je suis contrainte dans un environnement physique, tu sais. Fait que j'ai quand même eu à aller visiter ces croyances-là, puis à dire, non, ça me sert pas. Ça me sert pas. J'ai envie de la mettre de côté et j'ai envie d'adopter une autre croyance, ou j'ai envie de miser ou renforcer cette croyance-là qui me sert. Et vraiment, c'est drôle parce que dans l'année 2024, justement, ça c'était en février, le décès de ma mère, et là je vais peut-être me tromper dans les mois, là, mais c'était quand même très proche, là, j'ai envie de dire, en mars ou avril, peut-être en mois d'avril, mon chien que j'avais depuis 10 ans, on apprend qu'il a le cancer des os, puis que, il souffrait, là, il pleurait, on pensait qu'il avait une épaule déboîtée. Puis en faisant la radio, ils ont découvert qu'il avait le cancer des os puis que son os était tout complètement grugé. Fait que c'était l'anesthésie, c'était l'euthanasie automatiquement. Là,
On aurait pu l'amputer, donner des médicaments, faire de la chimio, mais tu sais, à quoi bon, là? Je veux dire, on aurait juste étiré sa souffrance. Donc, on l'a euthanasié. Fait que, comme, mettons, 2 mois après le décès de ma mère, et 2 mois après, en mai, on euthanasiait mon chat qui avait des problèmes, justement, de vessie, d'urine et tout ça. Même chose, on a dû l'euthanasier. Elle avait comme 13-14 ans. Fait que, tu sais, des animaux qui sont avec nous depuis très longtemps. Et là, on se rappelle que j'ai déménagé dans un nouvel endroit où j'ai pas de réseau, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille. On est vraiment nous 4. Moi, mon chum et les enfants. Juste nous 4 ensemble. Les autres sont en soutien, mais à distance. Je pouvais pas dire, j'appelle une amie, puis je vais prendre un café parce que ça file pas. Je vais aller souper avec mon père et avec ma sœur parce que j'ai besoin de reconnecter avec cette famille-là parce qu'on a perdu un proche. C'était très difficile. Et en même temps, c'est venu tellement rapprocher notre noyau familial. C'est sûr que moi et ma fille, on est plus sensibles, on a vécu ces deuils-là plus difficilement, donc je me suis beaucoup rapprochée de ma fille. C'est drôle parce que j'ai aussi réalisé que ma fille se confiait vraiment plus que je pensais à ma mère. Et à un certain moment, elle m'a comme dit, tu sais, maman, je me confiais beaucoup à mamie, puis depuis qu'elle est plus là, ben là, je t'en parle plus à toi. Fait que j'étais contente dans un sens parce que je me disais, c'était beau là, le lien qu'il y avait, puis si ma mère avait été en vie, en pleine forme, j'aurais chéri ce lien-là en me disant, garde ce beau lien-là, va en parler avec ta mamie, même quand tu auras 14-15 ans, va y raconter tes peines d'amour à elle, tu sais, comme, je trouvais ça vraiment très beau, mais en même temps, je voyais le beau côté du fait que ma fille, là, se confiait plus à moi puis se rapprochait de moi. Donc, tout ça pour dire qu'à travers ce shift-là, ce grand shift-là, en fait, ce moment-là de ma vie, j'ai envie de dire cette année-là quasiment, a été marquante pour moi parce que je me suis mis à lire sur le sujet de la vie après la mort. Je me suis mis à méditer beaucoup plus pour connecter avec ce monde invisible-là. Pour vrai, là, j'ai vraiment développé mes dons. Mes dons, mes compétences. Je me suis mis à canaliser plus, à me connecter plus à mes ressentis. Je faisais des soins Reiki, puis quand je fais des soins Reiki, en fait, ben souvent, je ressens des choses de la personne. Et vraiment, là, ça l'a aiguisé ma capacité à recevoir, ma capacité à percevoir. Fait que quand j'arrivais dans des Reiki ou même dans des soirées ésotériques que je faisais des petits tirages de cartes Oracle Express aux gens qui étaient là. Puis c'était drôle parce que là, je m'assoyais avec la personne, je faisais juste fermer mes yeux, me concentrer, puis il y a quelque chose qui arrivait, puis je faisais comme « Oh my God, je vois ça, je sens ça ». Puis c'était vraiment très on point, là. C'était vraiment très parlant pour la personne. Fait qu'au fur et à mesure que ça avançait, j'étais comme « OK, j'ai vraiment cette capacité-là ». Je pense que le fait que quand ma mère est décédée, j'ai eu tellement plein de confirmations parce que je communiquais avec elle, je recevais des choses. Puis c'est comme si ça devenait... En fait, j'avais des confirmations de ce qu'elle m'apportait, ou encore, c'était très parlant dans ses messages du fait que, mettons, je pensais à quelque chose, une situation, une problématique que j'avais, puis j'avais un signe qui arrivait, puis tu sais, j'ai pas d'exemple concret parce que c'est vraiment tellement plein de petites mini-affaires, mais... Tu sais, mettons, je vais vous donner un exemple, je me rappelle même plus c'était en lien avec quoi, mais je travaillais dans un café, ben je travaille encore là, et je travaillais au café, et il y a une fille qui vient me voir, puis qui me dit j'attends ma mère, elle est venue ici en Gaspésie, on s'est fait faire un tatou commun. Et nous, dans notre famille, on avait un tatou commun, en fait, qu'on avait toutes les 4. Ma mère, mon père, ma sœur, moi, on a le même tatouage. Fait que ça m'a fait rire parce que c'est ça. Mais je me rappelle plus c'était quoi, qu'est-ce que j'avais demandé comme signe, qu'est-ce qui était ma préoccupation à ce moment-là, parce que je demande pas nécessairement toujours des signes, mais je demande à ma gamme céleste, à mes anges, à mes archanges, à ma mère, à, tu sais, mon grand-père, tous mes proches décédés qui sont là. Je leur demande, par exemple, de me soutenir dans telle situation. Je leur demande de m'aider à trouver une solution pour ça, ou... Fait que je demande pas nécessairement donnez-moi un signe sur ça, ou d'ici ce soir, je veux voir un papillon bleu, si ça c'est oui.
Je suis plus dans, je vous remets ça entre les mains et apportez-moi des réponses, apportez-moi des solutions. Puis c'est ça, en tout cas, dans ce message-là, il y avait comme une réponse à ce que j'avais à ce moment-là. Puis ça m'a marqué vraiment celle-là, ce signe-là. Mais bref, j'en ai eu plein. J'en ai eu des fois dans des chansons. Puis fun fact, quand ma mère est décédée, en fait, elle a reçu l'aide médicale à mourir dans un hôpital de Sherbrooke. Et moi j'habitais, ma famille habite encore à Victoriaville, fait qu'on avait comme un 45 minutes de route à faire. J'étais dans l'auto avec ma sœur, puis à un moment donné, je porte attention à la musique qui joue, puis je fais comme, c'est quoi ça? Puis je monte le son, et la chanson, que je la connaissais pas, ça commence à chanter, et ça chante en disant « Here I am ». Comment ça disait? « Here I am, would you call me an angel? » Pourrais-tu m'appeler un ange? J'étais encore pleine d'émotions quand je repense parce que je me rappelle avoir regardé ma sœur, puis les deux, on est venus super émotifs, on a fait « Ben non! Voyons donc! » Déjà, ma mère nous envoyait des signes. Et mon père avait demandé un signe à ma mère, puis je le dirai pas parce que ça lui appartient à lui, mais mon père avait demandé à ma mère, quand tu vas être rendu de l'autre côté, envoie-moi un signe pour me dire que tu vas être bien, puis que tu vas être rendu, tu sais, de l'autre côté. Puis quand il est arrivé chez lui, ben, il y avait eu un signe très, très clair, très flagrant. Ça me touche beaucoup parce que ça, c'est une des choses, je sais que mon père croit pas beaucoup à ça, à la vie après la mort et tout ça, puis j'ai l'impression que pour lui, ça a été très réconfortant et apaisant. Même si, aujourd'hui, je vais y parler de ça, je vais lui dire « Ah, j'ai eu un signe de maman est venue me voir en rêve » ou j'ai médité, j'ai parlé avec maman », puis là, tu sais, il va comme faire « Wow, tu sais, comme, il croit pas tellement à ça. » Mais ça, ce moment-là, ça a été vraiment pour lui très marquant, comme je dis, très apaisant. Fait que je reviens à nos croyances. Pour lui, ce signe-là a été a amené une croyance que c'est beau, elle est bien, elle est correcte. Après, je veux plus y reparler, je veux pas savoir qu'est-ce qu'elle fait dans l'au-delà, je veux plus comme... Ça, c'était pas important pour lui, mais il voulait vraiment savoir qu'elle était bien, puis ça l'a apaisé, ça l'a rassuré. Fait que je reviens à quand nos croyances nous supportent, puis on développe, en fait, comme humain, on se développe, hein? On est en continuel changement. Continuel changement. Donc, c'est sûr que pour nous, quand on a justement des situations comme ça, des grands shifts qui se passent, il y a des croyances qui se déconstruisent, puis il y a des nouvelles croyances qui se reconstruisent, qui se construisent, et il y a des croyances qu'on avait à l'intérieur de nous qui sont mises en lumière et qui sont renforcées. Et je trouve ça toujours important de faire un peu ce petit, quand ça m'arrive justement, puis c'est comme là, je suis dans un autre shift. Là. En ce moment, je suis dans un shift, un autre grand shift, mais j'ai envie de dire beaucoup moins percutant émotionnellement. Mais je suis consciente que je suis dans un autre grand shift en ce moment dans ma vie. Dans ma vie entrepreneuriale, oui, mais aussi dans ma vie, en tout cas, je n'irai pas dans les détails, mais il y a vraiment des croyances que je réalise que j'ai achetées depuis longtemps et qui ne m'appartiennent pas et qui ne me servent pas. Fait que là, je vis des situations qui m'amènent à prendre conscience que ces croyances-là sont là et ça m'amène à dire, est-ce qu'elle me sert, cette croyance-là? Est-ce que j'ai envie de la garder avec moi ou je peux la mettre de côté parce qu'elle me sert un peu moins, tu sais? Puis ça se peut que plus tard, je vienne la racheter si je me dis, OK, finalement, ça me sert. Mais en tout cas, je ne penserais pas. Mais pour l'instant, je fais comme un petit élagage, tu sais, un peu comme un arbre qu'on vient couper les branches quand il est rendu vieux, puis qu'on a un petit ménage à faire, on coupe les vieilles branches, puis après ça, il y en a des nouvelles qui poussent. Je viens pas tuer l'arbre, je viens juste faire un ménage pour enlever qu'est-ce qui sert plus, puis qui enlève peut-être les autres branches de pousser ou d'avoir de la lumière. Donc vraiment, pour moi, c'est ce que je voulais vous amener dans cette réflexion-là, dans ce partage-là plutôt, c'est quand il arrive, premièrement, ça me fait un énorme bien. Vous savez pas à quel point ça me fait du bien de partager avec vous. Quand je fais des épisodes de podcast, oui, je veux vous aider, vous amener vous aussi à réfléchir, à faire vos propres shifts. Mais c'est vraiment, pour vrai, ça répond à un besoin à moi aussi. J'aime tellement ça partager avec vous autres. Et ça me fait du bien, comme là aujourd'hui, ça m'a vraiment fait du bien de partager ces choses-là avec vous. Oui, il y a des émotions qui ont été là. En même temps, c'est super beau et c'est super normal de vivre ces émotions-là.
Et comme je dis, quand j'ai des petites vagues comme ça qui arrivent, je les accueille, puis je le sais comment les traverser, puis je le sais qu'ils vont... Je sais que ces vagues-là vont passer et que j'ai la solidité pour rester ancrée malgré ces petites vagues-là. Mais vraiment, quand j'ai vécu ça, ce grand shift-là, et c'est drôle parce que là, je prends conscience que c'est là où j'ai amorcé ma démarche de maître Reiki. C'est là où je sentais un grand besoin d'expansion. Vraiment, là, j'étais comme... Je sens qu'il faut que j'atteigne un autre niveau spirituel, un autre niveau énergétique, et je sentais que c'était le Reiki qui allait m'amener là. Et c'est là où j'ai amorcé ma démarche de maître Reiki pour pouvoir former des élèves en Reiki. Et c'est un énorme cheminement personnel. La formation maître Reiki, c'est un énorme développement personnel. Vraiment. Et je me demande si j'aurais probablement eu l'élan à un moment donné de le faire, mais vraiment, je prends conscience que le décès de ma mère, tous ces décès-là, m'a propulsée vers cette décision-là. De me dire, j'ai besoin d'aller plus loin. J'ai besoin de shifter encore plus grand, de m'expansionner encore plus grand à l'intérieur de moi. Et pour moi, ça a été le Reiki. Pour une autre personne, ça peut être autre chose. Ça peut être la création d'un nouveau réseau social. Ça peut être le rapprochement avec une personne de la famille. Il y a toujours quelque chose qui émerge de beau dans ces grands shifts-là, dans ces grandes tempêtes-là. Mais quand on est dedans, là, c'est tellement normal d'être ébranlé. C'est tellement normal de chercher des repères, de chercher ce sur quoi on peut s'appuyer. Et c'est là où nos croyances intérieures surgissent et qu'il faut aller vérifier. Est-ce que cette croyance-là, elle me sert en ce moment dans l'épreuve que je vis ou elle me sert pas? Fait que j'ai envie de vous laisser sur cette réflexion-là. Quand a été ton plus grand shift? Quand ou quoi a été pour toi un catalyseur, un déclencheur qui a amené une expansion parce que tu as fait « Wow! Là, je suis dans une tempête, je suis ébranlée, peut-être que je suis allée demander de l'aide, peut-être que j'ai demandé un peu de répit, mais qu'est-ce qui a émergé comme force, comme ressource, comme croyance? Et est-ce que tu as peut-être été en mesure d'aller identifier c'était quoi tes croyances supportantes ou tes croyances qui t'ont moins supporté puis tu as décidé de laisser de côté? Fait que j'ai vraiment envie de te laisser sur cette réflexion-là. Et encore une fois, je suis complètement ouverte à recevoir vos messages parce que connecter avec vous, ça me fait tellement du bien, à moi aussi. Et j'aime toujours ça, savoir qu'est-ce qui résonne avec vous après avoir écouté des épisodes comme ça. Fait qu'écrivez-moi en privé. Ça peut être par courriel, ça peut être par les réseaux sociaux. Vous allez sur mon site web, vous avez toutes mes coordonnées, stéphaniedesharnais.ca et sinon, bien, sur mes réseaux sociaux, stéphanied.intervenante, Instagram, Facebook, TikTok. Je suis là, je vous attends, je vous écoute, je vous lis et c'est un plaisir de connecter avec vous autres. Encore une fois, on se dit à un prochain épisode. Salut!